Salut tout le monde, bienvenue à TV Laval Nouvelles. Aujourd'hui, on va parler de chiropratique. Monica est de retour pour une autre chronique sur la finance. Vous allez découvrir les productions Le Petit Monde qui favorisent l'écriture, la lecture et la persévérance scolaire chez nos jeunes. Une attraction très populaire et unique à Laval, Victoria va nous parler des activités offertes au Cosmodome. C'est la fête du Canada, beaucoup de gens déménagent. On va donc discuter avec Hadi de l'intégration des gens à un nouveau quartier. Finalement, on va aussi avoir une chronique sur la politique et Nicolas nous présente le film Jurassic World, sorti en 2018. Tout ça au menu aujourd'hui. Bonne émission. La chiropratique est une médecine mal connue qui engendre encore certaines fausses croyances. Et aujourd'hui, Karina, tu viens démystifier certains mythes entourant cette pratique. Tout à fait. En premier lieu, peux-tu nous expliquer qu'est-ce que la chiropratique? Oui, bien en fait, la chiropratique, c'est une approche qui est naturelle et à la fois conservatrice, qui a en lien, dans le fond, toutes les problématiques qui sont neuro-musculo-squelettiques. Donc, toutes les conditions qui vont affecter les nerfs, par exemple, le fameux nerf sciatique, les douleurs qui sont musculaires ou encore articulaires. OK. Fait que c'est vraiment on a vraiment une approche qui est globale, une santé globale sur le patient et qui est conservatrice également. As-tu un exemple précis où on aurait besoin de rencontrer un chiropraticien ou une chiropraticienne? Bien, en fait, souvent les gens vont nous associer à des problèmes de dos. Okay. Ou encore des problèmes du nerf sciatique, par exemple. Mais en fait, ça va vraiment plus loin que ça, notre science en chiropratique. On peut vraiment aller traiter toutes les problématiques qui ont un lien avec les nerfs, les muscles et les articulations. Tant au niveau de la colonne vertébrale, donc au niveau du cou, entre les omoplates ou au niveau du bas du dos. Et on peut également aller traiter les articulations qui sont plus distales. Donc, on parle à ce moment-là des articulations des épaules, des coudes, des genoux. Donc, vraiment, on peut traiter un ensemble de conditions sur toute la globalité du corps humain. Et là, le premier mythe qu'on entend souvent, c'est que les chiropraticiens ne sont pas des vrais docteurs. Est-ce que c'est un mythe ou une réalité? En fait, c'est faux de croire qu'on n'est pas des vrais docteurs. Les chiropraticiens, au même titre que les médecins ou les dentistes, sont docteurs en chiropratique. Donc, on a une formation qui est assez vigoureuse à l'université de 5 ans, doctorat de premier cycle. Au Québec, c'est à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Donc, on est vraiment des docteurs en chiropratique. Et on a souvent tendance aussi à penser que lorsqu'on doit rencontrer un chiropraticien, on doit continuer de le voir sans arrêt par la suite. Est-ce que c'est vrai ou faux? En fait, tout est relatif avec la condition du patient. C'est certain que lors de la première rencontre, on va évaluer la problématique, la nature, dans le fond, la cause de l'inconfort, de la douleur. Puis, par la suite, on est en mesure d'évaluer un plan de traitement, tout dépendant, comme je disais, de l'individu et de la chronicité de la problématique également. Okay. Donc, tout dépendant, c'est une douleur qui est apparue il y a quelques jours ou si ça fait quelque chose qui perdure depuis quelques semaines ou quelques mois. Et également, ça dépend aussi des objectifs de traitement avec le patient. On s'entend toujours avec le patient également. Ça me fait un peu penser aux physiothérapeutes qu'on rencontre au début. On fait un examen de la situation, après on le voit quelques fois, mais ça peut à un moment donné arrêter. Exactement. En fait, les rencontres peuvent cesser à un moment donné. Tout à fait. C'est tout le temps la décision du patient. De manière qu'on fonctionne, la plupart des chiropraticiens vont effectuer des réévaluations périodiquement pour vraiment suivre le progrès, dans le fond, du patient au fil de sa guérison et au cours des traitements. C'est certain qu'il est possible, après une diminution des inconforts, des douleurs, de poursuivre des traitements à une fréquence un peu plus espacée pour vraiment aller prévenir des récidives qui pourraient éventuellement avoir lieu, mais tout dépendant aussi des objectifs de soins du patient. Puis encore une fois, le choix revient au patient. Tout à fait. C'est ça qui est tout à fait. On n'impose rien. On pense aussi souvent que les chiropraticiens ne peuvent traiter que les douleurs au niveau du dos. C'est un mythe ou une réalité? En fait, ça aussi, c'est un mythe. On traite pas mal plus que les problèmes de dos. Donc, tout ce qui a trait aux problèmes neuromusculo-squelettiques. Donc, oui, on va parler des problèmes de dos, des problèmes de cou, les différentes problématiques au niveau des maux de tête, des problématiques au niveau de la mâchoire, donc vraiment, et des articulations qui sont plus distales, comme au niveau des hanches, des genoux et des autres articulations. Est-ce que c'est nous qui devons prendre contact avec un chiropraticien ou normalement c'est notre médecin qui va savoir que notre blessure
demande recours à un chiropraticien? En fait, c'est ça. Nous, on est vraiment des professionnels de premier contact. Donc, vous n'avez pas besoin de prescription pour aller consulter un chiropratique. Donc, on est vraiment une première porte d'entrée au niveau du système de la santé, sauf dans certains cas particuliers avec des gens qui sont suivis par la SAC ou des cas avec la CNESST qui, eux, nécessitent une prescription du médecin au préalable. Mais sinon, au Québec, on est vraiment des professionnels de santé de premier contact. Mais en même temps, des fois, c'est difficile quand on n'a pas beaucoup de connaissances du milieu médical de savoir si on doit aller voir un chiropraticien, un physiothérapeute. Il y a tellement de spécialités dans la médecine. Effectivement, c'est pas nécessairement toujours facile de faire le bon choix. C'est pour ça, dans le fond, qu'on offre lors de l'évaluation initiale avec le patient, si c'est une condition qu'on ne peut pas malheureusement traiter ou qui ressort en dehors de notre champ d'expertise, on est dans le devoir de référer cette personne-là vers le bon professionnel de la santé, le guider vers la bonne personne. Un autre mythe qu'on entend souvent, c'est lorsqu'on se fait traiter en chiropratique, c'est toujours très douloureux. C'est vrai ou faux? En fait, c'est faux. Je dirais que même quasiment instantanément, les patients, quand on va venir les ajuster, quand on va venir les traiter, il va y avoir, dans les quelques secondes qui vont suivre, un relâchement au niveau des articulations, au niveau de la musculature, où est-ce qu'il y a de l'inconfort. Fait que je vous dirais que c'est faux de croire que c'est douloureux aller chez le chiropraticien. La plupart du temps, ça fait vraiment du bien. Bien, tant mieux. On va retenir ça. Finalement, on entend aussi souvent que la chiropratique n'a aucune preuve de son efficacité. Est-ce que c'est un mythe ou une réalité? En fait, c'est faux. De plus en plus, on a des chaires de recherche en chiropratique qui sont là pour aller démontrer et mettre de l'avant, dans le fond, l'importance des soins en chiropratique par les thérapies manuelles. Dans le fond, c'est ce qu'on fait, des thérapies manuelles pour l'ensemble des conditions qui sont neuromusculo-squelettiques, comme je disais tout à l'heure, tout ce qui est biomécanique en termes de mouvement, tant pour les problématiques qui sont plus aiguës, donc qui sont présentes depuis peu, depuis quelques jours, depuis quelques heures à la suite d'une blessure, ou encore une fois, quelqu'un qui est en douleur ou qui ressent des inconforts depuis plusieurs semaines ou plusieurs mois et qui ne fait qu'endurer ces inconforts. Donc, dans les deux conditions, les bienfaits, dans le fond, de la chiropratique sont de plus en plus prouvés par les chaires de recherche dans des études et certains articles scientifiques. Bien, tant mieux. Merci beaucoup, Karina. Tu nous as aidé à bien démystifier certains mythes entourant la chiropratique. Ça me fait plaisir. On a appris dernièrement dans les médias que les jeunes garçons avaient beaucoup de difficultés face à la lecture. D'ailleurs, en 2016, on a révélé qu'au Québec, 53 % des gens étaient considérés comme des analphabètes fonctionnels. La lecture et l'écriture sont primordiales, mais on a parfois tendance à l'oublier. Et aujourd'hui, je rencontre François Tardif, directeur de l'organisme à but non lucratif Les Productions Le Petit Monde. Bonjour François, vous allez bien? Très bien, très bien. D'entrée de jeu, félicitations pour votre implication dans la réussite scolaire de nos jeunes. C'est important. Bien, merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez nous parler du mandat de l'organisme Les Productions Le Petit Monde? En fait, notre mission, c'est d'aider les jeunes à créer, à vraiment se sentir bien dans la création, d'écrire, de lire plus. Donc, c'est beaucoup axé sur l'écriture et beaucoup sur les élèves de l'école primaire. Fait qu'on a, on a un petit peu visé les garçons. Ben oui. Parce que les garçons, souvent, on est porté à dire que les garçons vont pas écrire, vont pas lire, alors que nous, on a un petit peu l'hypothèse que c'est pas tout à fait vrai. Il s'agit d'un petit peu embarquer, de leur donner de la motivation, pour les motiver. Oui. Souvent, les garçons, il faut qu'ils bougent, il faut qu'ils soient en action. Je sais que je suis un garçon, donc quand j'étais jeune, je voulais bouger. J'ai 2 garçons aussi qui aimaient bouger, mais ils aimaient lire aussi en même temps et écrire. On a compris qu'en associant l'écriture à l'expression orale, par exemple le théâtre ou le cinéma, là, tout de suite, sont motivés. Donc, ils ne se rendent pas compte, tout à coup, qu'ils sont en train d'écrire, mais ils sont en train d'écrire pour un jour, très bientôt, faire un film, par exemple. Oui. Alors là, ça les motive à écrire. Et les garçons et les filles, à ce moment-là, sont vraiment à un niveau égal dans nos activités. Là. Donc, on intègre la lecture et l'écriture dans une autre activité pour les motiver. C'est un peu ça. Exactement. C'est vraiment la motivation à l'action. Sentir que, aussi, écrire, c'est comme raconter une histoire. C'est actif. On est porté à penser qu'écrire, c'est être tout seul. Mais quand on écrit toujours pour quelqu'un ou pour raconter l'histoire. Parce qu'à l'origine, je raconte souvent ça aux enfants. Je donne plein d'ateliers dans les écoles primaires de Laval. Et puis, je raconte souvent ça aux jeunes que
écrire, c'est comme raconter une histoire, comme, rappelons-nous, les hommes des cavernes autour d'un feu de camp qui racontaient qu'est-ce qu'ils ont fait dans la journée, par exemple. Oui. Bien, c'est sûr que là, en racontant cette histoire-là oralement, c'est comme écrire un roman de nos jours. Donc là, ça leur fait, ah, OK, écrire, c'est comme raconter une histoire, comme je raconte avec mes amis, là, ou comme je raconte sur texto ou quoi que ce soit. C'est la même chose. Et là, le petit switch se fait dans leur tête où, ah, c'est passionnant à écrire. Parce que j'aime raconter ce que j'ai fait hier, ce que j'ai fait avec mes amis, ce que je pourrais imaginer. Tu comprends un peu l'optique qu'on prend? Et là, vous avez un projet d'écriture qui encourage les jeunes à développer leur talent et leur passion pour l'écriture. Le projet s'appelle « Je lis, j'écris, je publie ». Exact. Parlez-nous un peu de ce projet. Bien, l'an dernier, on a fait le projet Ma lecture coup de cœur, qui vient juste de se terminer. Okay. Il y a 2 ans, c'était J'écris ma légende. Et cette année, ce qu'on va faire, c'est Je lis, j'écris, je publie. Donc, les jeunes vont avoir à lire des textes. Nous allons dans plus de 100 classes, donc à peu près 2500 élèves qui vont être rejoints pour ce projet-là, grâce au regroupement Lavallois pour la réussite éducative qui nous appuie depuis plusieurs années. Donc, les jeunes vont avoir à lire des textes, choisir. C'est important aussi pour aimer quelque chose, c'est choisir. Si tu dis c'est obligatoire, tu vas lire ça, non. Il faut donner de l'autonomie aux jeunes aussi. Oui, si, ils sont attirés par l'horreur. Tu sais, souvent, c'est ça. Ben, on va lire, je vais leur donner des extraits de textes de Stephen King qui a écrit des textes extraordinaires. Et ils vont avoir après à écrire un court texte à la manière d'un de leurs auteurs préférés. Et donc, après ça, ce texte-là, on va les aider, nous, aux Productions du Monde, les aider à bien faire le plan de leur histoire, l'écrire, le raconter aux autres et éventuellement, à la fin de l'année, c'est pour ça que ça finit par « Je publie », c'est qu'on va publier, chaque classe va publier un livre numérique. Donc, chaque texte écrit va être publié. Donc, les parents vont pouvoir le voir et on organise à la fin de l'année scolaire l'an prochain, en mai 2019. Et donc, il va y avoir un salon du livre où il va y avoir ces 100 livres-là qui vont être présentés au grand public. Et il va y avoir un livre aussi, des meilleurs textes de chaque classe, qui va être publié vraiment en format papier et idéalement lancé au Salon du livre de Montréal et au Salon du livre de Laval aussi l'an prochain. Ça, c'est le fun pour l'estime des jeunes. Et là, cet été, vous offrez un camp de cinéma où les jeunes seront amenés à créer un film qui vont d'ailleurs être visionnés au cinéma Colossus Laval. Oui, c'est ça. C'est une super belle expérience. Est-ce que les gens peuvent encore s'inscrire même si l'été est débuté? Oui, parce que c'est des camps d'1 semaine ou de 2 semaines. Okay. Donc, en 2 semaines, tu fais un film, tu écris le film avec des animateurs professionnels qui étudient en cinéma et tout ça. D'ailleurs, tous les jeunes qui sont animateurs à notre camp, moi je suis directeur du camp, mais tous les jeunes qui sont animateurs, présentement, là, il y a un camp, tous les jeunes qui sont animateurs ont déjà été participants au camp. Donc, quand ils étaient tout petits, 9, 10, 11, 12, 13, 14, et ils ont participé au camp et ils ont aimé ça. Puis là, ils voulaient travailler au camp. Donc, ils ont fait des stages. Ils étudient en cinéma. Donc, c'est ça, il y a des camps. On peut s'inscrire encore parce que, comme je vous dis, c'est des camps d'1 semaine ou de 2. Donc là, présentement, il y a un camp, mais il va en avoir d'autres jusqu'à la fin de l'été. Et là, on le sait qu'au Québec, malheureusement, nos écoles n'ont pas beaucoup d'argent. Vous allez, François, en septembre, lancer une levée de fonds pour ramasser des fonds pour les écoles un peu plus pauvres qui ne sont pas capables de s'offrir vos activités. Comment on peut participer à cette levée de fonds? Bien, il y a plusieurs façons, bien entendu, de communiquer avec nous à notre adresse courriel ou un numéro de téléphone qui est sur notre site Internet. Et puis aussi, on va publiciser cet été un petit peu ces activités-là, que ça va durer toute une semaine. Ça va démarrer le 11 septembre jusqu'au 15 septembre. Le 15 septembre, ça va être au Colossus où on va présenter les films. Il y en a des films extraordinaires, des courts-métrages de 6-7 minutes écrits par les enfants, joués par eux. Et là, ils se voient sur grand écran, donc on peut venir voir les films. Il y a des prix qu'on remet. Et le 11 septembre aussi, donc quelques jours avant, et durant la semaine, on va faire d'autres activités. On organise un tournoi de golf. Il y a un souper, en fait. Donc, c'est la Banque Royale qui nous aide beaucoup et beaucoup de gens nous aident pour pouvoir, justement, ramasser des sous qui sont entièrement redonnés aux écoles qui n'ont pas de sous parce que ça a l'air de rien, des fois, pour nous, un 100 $ ou quoi que ce soit, mais pour une classe, c'est beaucoup, 100 $. Et des fois, quand je vous dis c'est un 100 $, c'est un exemple que je donne, là, parce qu'on est appuyé, comme je vous disais tout à l'heure, par le regroupement Lavallois pour la réussite éducative, qui nous donne des sous à chaque année pour nos projets. Il y a le ministère de l'Éducation ici, le ministère des Communications aussi, qui nous donne un peu de sous pour pouvoir animer. Oui, on a de l'aide déjà des gouvernements
pour pouvoir mener ces projets à terme. Là, mais il y a aussi beaucoup de travail publié, donner des animations dans les classes, en parascolaire, beaucoup, le midi, après l'école. Et comme, par exemple, je fais un petit aparté, mais cette année, dans le projet Ma lecture coup de cœur, on a écrit avec une douzaine de classes un spectacle, comédie musicale. Oui. Et ils ont écrit les chansons avec eux. Nous, le Production du Monde, on a écrit les chansons, les musiques, Ils s'impliquent complètement dans le projet, totalement. les jeunes. Et les profs aussi. Mais on travaille en parascolaire et les jeunes ont donné un spectacle à la Maison des Arts de Laval. Donc, pour eux, c'est fantastique de donner le spectacle devant tout le monde. Donc, c'est pour ça qu'on essaie de ramasser des sous là, dans la semaine du 11 au 15 septembre pour pouvoir aider des écoles qui ont moins de sous, sont défavorisées. Et ça aide beaucoup les garçons et les filles à pousser leur créativité et écrire des textes. Bien, merci beaucoup, François. On rappelle aux gens que c'est les productions Le Petit Monde, s'ils veulent avoir de l'information pour le camp de cinéma, pour la comédie musicale, pour le projet d'écriture ou même pour la levée de fonds. Merci beaucoup. Je vous félicite encore pour ce geste très inspirant pour nos jeunes. Merci beaucoup. Merci. Malheureusement, dans la vie, on ne peut jamais prévoir une maladie, un cancer ou un accident. Et souvent, ces événements tragiques ont de lourdes conséquences sur nos finances. Et aujourd'hui, Monica, tu vas nous donner des conseils pour se préparer face à ces imprévus qui peuvent survenir. Bien, justement, parce que la réalité, c'est que quand tu travailles, à ce moment-là, souvent, les gens sont vraiment pas préparés financièrement, justement, à une maladie ou à un accident qui ferait qu'ils seraient pas capables de faire leur propre travail. Puis souvent, les gens, ils ont des scénarios catastrophes. Ils imaginent quelqu'un tout croche dans une chaise roulante, mais c'est pas ça. C'est vraiment loin de ça. D'ailleurs, la demande d'invalidité la plus courante dans 31 des cas, c'est tout ce qui a rapport, comme le burn-out, problèmes de santé mentale. Problèmes de santé mentale, la toxicomanie, des problèmes d'alcool, des problèmes de drogue, tout ce qui est dépendance et l'Alzheimer aussi. Qui arrive de plus en plus jeune chez les gens maintenant. Ouais. Donc, toutes ces situations-là, la dépression, c'est 31 %. Donc, c'est le tiers des demandes à ce moment-là au niveau de l'invalidité. Alors, c'est pas un niveau catastrophe. Après ça, tu veux avoir, les cancers, tout ce qui est cardiaque, toute autre maladie confondue, les accidents. Et ça, tu te réveilles pas le matin en disant « mais aujourd'hui, je vais débouler les marches, puis je serai pas capable de me servir de mon bras pendant 2 ans. » Alors, imagine si toi, tu es droitière ou gauchère? Moi, je suis gauchère. Tu es gauchère. Alors, imagine que, je sais pas moi, tu pelles à un moment donné et que tu déplaces quelque chose dans l'épaule qui crée des douleurs intenses que tu n'es plus capable de te servir de ton bras pendant, je sais pas moi, 13-14 mois, puis ça implique de la physio. Mais tu n'es pas capable de travailler à ce moment-là, c'est ton bras droit. D'ailleurs, si tu as des douleurs intenses, tu n'as pas envie de travailler du tout. Mais à ce moment-là, est-ce que tu as un plan? Qu'est-ce qui se passe pour faire face à ce moment-là à tes obligations financières? Qu'est-ce qui se passe à tous les niveaux? Est-ce que tu as des montants d'argent auxquels tu vas avoir accès, des épargnes que tu vas aller chercher qui étaient réservées, je ne sais pas moi, pour ta retraite, pour un voyage, pour un projet de maison? Alors, c'est tout ça qu'il faut regarder. Puis à ce moment-là, si tu as une assurance invalidité, bien, ça couvrirait à ce moment-là ton revenu. Ça peut couvrir jusqu'à ton revenu net, ce qui veut dire que tu prends ton revenu, enlèves l'impôt dessus, puis tu peux avoir droit à ce montant-là. Et ça, est-ce que même les gens qui sont travailleurs autonomes peuvent avoir accès à ça? Bien oui, effectivement. D'ailleurs, c'est expressément pour le travailleur autonome. Oui. Si tu es dans une entreprise qui offre une assurance invalidité ou assurance travail, si on aime mieux l'appeler comme ça, à ce moment-là, le standard, c'est à peu près 66 % de ton revenu. Alors là encore, il y a un manque à gagner au niveau de ton revenu. 66, c'est les 2/3 seulement. Ouais. Donc, si, comme la plupart de mes clients, n'ont même pas 1 mois de coussin de sécurité, t'es mieux de trouver une façon de combler cet écart-là. Donc, tu pourrais prendre une assurance privée juste pour combler la différence et tu peux aller chercher jusqu'à 85 % de ton revenu. Donc, si tu as déjà 66... tu peux aller chercher le 20 %, donc c'est des montants vraiment minimes. Parce que normalement, on calcule, mettons, une assurance privée entre 1 à 3 % de ton revenu, ce qui est vraiment pas beaucoup. Ça, une assurance privée, c'est toi qui dois le payer?
C'est toi qui la payes, mais tu la payes pareil dans ton entreprise. Quand tu as une assurance collective, tu la payes pareil. Si tu payes de la CSST, je peux te dire que tu sais que tu payes de la CSST parce que c'est des montants astronomiques. C'est plus complexe d'être remboursé par la CSST. Il y a beaucoup d'analyses qui sont faites, de vérifications, tandis que quand c'est une assurance privée, c'est beaucoup plus facile. Et si tu as, je dirais, en bas de 35 ans, c'est beaucoup moins cher à ce moment-là, parce que c'est une assurance collective que tu as dans une entreprise. Donc, ils font une moyenne des âges pour te couvrir à ce niveau-là. Et quand tu pars, tu n'es plus couvert parce que ça reste à l'entreprise. Et si je comprends bien, l'assurance privée, on opte pour cette assurance-là quand il n'y en a pas dans notre entreprise ou même quand on en a une dans notre entreprise? Quand on a une pour compléter, pour avoir jusqu'à 85 oui, pour avoir exactement. Tu ne peux pas dépasser 85 tu ne peux pas faire plus d'argent malade qu'au travail. Mais tu as beaucoup Moi, j'ai des clients qui sont policiers, qui ont 66 et ont été chercher le 20 de différence pour avoir le maximum à ce moment-là s'il arrive une situation. Et il faut faire attention aussi, il y a des délais de carence. Tu as une période d'attente qui peut être 30 jours, 60, 90 jours, parce que chaque entreprise peut décider du forfait invalidité qu'elle veut offrir. Et tu as des grosses entreprises comme genre Saint-Hubert qui n'ont pas d'assurance invalidité. Alors, si tu n'as pas de protection personnelle, mais malheureusement, il n'y a rien, à part l'assurance salaire pendant 16 semaines, là, mais c'est 55 de ton revenu. Et l'assurance privée, quand on n'a pas d'assurance travail, si on choisit juste l'assurance privée, on peut aller jusqu'à combien de pourcents? Bien, dans le fond, c'est 70 de ton salaire brut, ce qui veut dire la même chose que si tu prenais ton salaire brut et t'enlevais l'impôt, parce que c'est à peu près un minimum 28 à 30 d'impôt qui est enlevé sur un salaire moyen. Et outre l'assurance privée ou l'assurance travail, quels sont tes conseils pour se prémunir des incidents de même? Bien, il n'y a rien que tu peux faire parce que, dans le fond, c'est sûr que tu peux avoir des épargnes, mais au moins un coussin, parce que si tu prends, tu as 1 mois, 2 mois ou 3 mois de carence, bien, à ce moment-là, calcule 3 mois de frais que tu as à défrayer chaque mois, qu'à ce moment-là, mais au moins, tu as comme une période de 3 mois de sécurité. Tu te dis, bon, mais s'il m'arrive quelque chose ou si j'ai moins de revenus, mais au moins, je vais être capable de faire face à mes obligations financières pendant 3 mois à ce niveau-là. Et là, c'est sûr qu'on a l'assurance maladie qui nous permet de payer certains frais des hôpitaux, mais si on pense aux rencontres avec, par exemple, le physio, ou tout à l'heure, on a parlé de chiropratique, tout ça coûte de l'argent. Tu as besoin, 60 des gens qui sont en invalidité vont avoir besoin de soins à domicile pour faire à manger, pour les aider à se déplacer, pour s'habiller, pour leur hygiène personnelle. C'est des coûts, là. Alors... Il faut y penser. Oui, il faut y penser. Tu n'es pas souvent couvert pour ça. Puis, justement, en parlant, tu parlais de l'assurance maladie. Pour les personnes qui vont voyager à travers le Canada cette année, souvent, les gens, ils pensent que la RAMQ, ça couvre tout le Canada, et c'est pas vrai. C'est Régie d'assurance maladie du Québec. OK. Alors, ce que ça Seulement fait... au Québec. Oui. Alors, si tu présentes ta carte, il y a 3 niveaux qui sont couverts. Médecins au niveau de tarification du Québec, les optométristes et les dentistes. Mais il se peut très bien que tu tentes ta carte et que le médecin dise « Mais moi, je ne veux pas être payé au taux du Québec. Alors, sors ton cash et là, remplis des papiers. Et là, tu vas demander, mais là, ça peut être des centaines, des milliers de dollars. Et il y a des choses qui ne sont pas couvertes automatiquement. Chambre privée, semi-privée, les déplacements d'urgence, le rapatriement de la personne. Tout médicament qui est demandé là-bas, il n'y a aucun médicament qui est couvert par la RAMQ. Alors, c'est de ta poche que tu dois défrayer ces montants-là. Faut pas penser que l'assurance maladie paye tout. Non, fait qu'une petite assurance privée qui va coûter 10 $, là, je pense que ça vaut la peine à ce moment-là pour avoir un beau voyage et pouvoir en faire d'autres pendant plusieurs années. On en prend note. Merci beaucoup, Monica. Bien, ça me fait plaisir, Valérie. C'est reconnu, lorsqu'on arrive dans un nouveau quartier, ça peut nous prendre un certain temps avant de bien s'adapter à ce nouvel environnement. Et aujourd'hui, Hadi, tu veux nous parler de l'intégration qui survient après un déménagement. Oui, Valérie, comme tu l'as dit, le 1er juillet, on déménage au Québec. Oui. Puis Laval n'y coupera pas, donc il y aura beaucoup de gens qui vont venir s'établir à Laval. Juillet aussi, la période, l'été, la période choisie par beaucoup d'immigrants pour venir au Québec, parce qu'il faut se dire que l'hiver, c'est pas
c'est pas vraiment la bonne... C'est tout un choc culturel. C'est un choc culturel et thermique. Oui. Donc, les gens arrivent et c'est toujours un moment intense dans la vie quand on déménage, qu'on quitte un quartier, qu'on quitte une ville ou qu'on quitte un pays. Oui. Quand on quitte un pays puis qu'on s'installe dans un nouveau pays dont on ne connaît ni le mode de fonctionnement souvent, ni la culture, des fois même la langue, c'est aussi tout un choc. Donc, il y a des choses à faire pour s'habituer. Nous, on a un peu répertorié au niveau du Québec qu'est-ce qui se passe quand les gens arrivent d'un nouveau pays. Il y a des structures qui existent, qui sont déjà sur place pour aider les nouveaux arrivants. Comme des organismes? Des organismes, et même les villes articulent cette intervention. Ville de Laval a mis sur place 2 comités. Donc, un comité de partenaires concertés, parce qu'il y a beaucoup d'organismes qui interviennent pour accompagner les immigrants, pour accueillir les réfugiés. Ça a été créé avec les réfugiés syriens et les nouveaux arrivants. Il y a aussi un comité de terrain, donc un comité plus pratique qui voit les actions à poser pour l'intégration de ces gens-là. Mais tout ça est encore théorique pour les gens qui viennent d'arriver. Quand ils viennent avec leurs enfants, leurs bagages et tout, ou même seuls, ils ont besoin de trouver un travail, de savoir comment se déplacer, où aller inscrire leurs enfants et tout. Donc, pour ces gens-là, il faut d'abord se rapprocher, oui, de Ville de Laval, du site qui a quand même beaucoup d'informations pour les gens, pour les écoles et tout. Il faudrait aussi aller vers des organismes. Donc, sortir dès qu'on s'installe, découvrir son quartier, aller se présenter aux voisins, voir qui ils sont, faire connaissance parce que ça va être les premières ressources quand on a besoin d'informations. Puis aller voir aussi ce qu'on appelle les maisons de quartier. Il y en a beaucoup à Laval, donc les maisons de quartier, les maisons de jeunes, les relais communautaires, le centre des femmes. Il y a énormément d'organismes à Laval qui est là pour l'accueil des immigrants, puis qui peut les accompagner. Dans les maisons de quartier, je suppose qu'il y a beaucoup de support, d'informations pour les gens? Oui, il y a beaucoup de support sur le milieu de vie, donc le quartier, quelles sont les activités. Il y a aussi des activités de loisirs pour les enfants ou pour les gens qui viennent. S'embarquer dans un loisir, ça peut être une bonne façon de créer des liens avec nos voisins, de créer des liens avec des gens qui habitent dans notre quartier, de socialiser. Voilà. Puis amener ses enfants à rencontrer d'autres enfants, s'impliquer même comme bénévole. Ça peut être une première expérience. Oui, ça, c'est extrêmement important quand on vient de vraiment s'impliquer dans l'école de nos enfants, mais aussi dans les maisons de quartier, les centres communautaires, les organismes qui existent autour de soi. Donc, c'est bon de sortir, d'explorer, de les voir, ces organismes. C'est bon aussi d'explorer les commerces qu'il y a autour. Donc, savoir un peu, tester les prix au niveau d'une famille où c'est plus abordable, parce que ce n'est pas toujours les mêmes prix selon les mêmes produits suivant les commerces. Il faut aussi repérer les centres de santé. C'est important. Bien sûr. Donc, voilà, donc se rapprocher du C3S, de votre environnement, là où vous vivez. Allez aussi voir pour l'emploi le CEL. Le CEL, c'est le service emploi de Laval. Donc, un service qui regroupe 13 organismes, en plus de la direction de l'emploi de Service Canada. Donc ça, c'est vraiment une bonne ressource pour les nouveaux arrivants, pour avoir de l'accompagnement pour le CV, pour la recherche d'emploi, pour mettre en valeur son expérience. Parce que quand on arrive au Québec, c'est sûr, ce n'est pas toujours les mêmes profils de CV qu'on présente, ce n'est pas la même chose pour les entrevues à l'emploi et tout. Donc, c'est bon d'avoir un organisme qui vous accompagne. Qui vient vous encadrer durant cette recherche d'emploi. Voilà, cette recherche d'emploi. Les gens ont tendance à penser que lorsqu'on arrive dans un nouveau quartier ou lorsqu'on doit choisir un nouveau quartier, c'est mieux de sélectionner un endroit où notre culture est présente. Puis on peut penser à Montréal, il y a la petite Italie, le quartier chinois. Moi, j'ai l'impression, par contre, que ça peut empêcher le métissage culturel, empêcher la rencontre entre les différentes communautés. Ça peut favoriser les ghettos. Est-ce que je me trompe? Écoute, c'est un danger. Donc, c'est sûr qu'il faut éviter les ghettos, il faut éviter de s'enfermer. Mais il y a aussi un ghetto mental. Quelqu'un peut habiter dans un quartier où il n'y a que des Québécois de souche, puis ne pas sortir découvrir les gens. Donc, le secret, c'est la curiosité. Donc, allez chercher un quartier où vous vous sentez à l'aise avec vos enfants, où vous avez de la sécurité.
le Québec et Laval est tellement multiculturel que vous verrez de la diversité partout où vous allez. Donc oui, évitez quand même les ghettos, se mélanger un peu à la population, sortir, aller découvrir les gens, aller explorer la ville. Laval est une très, très belle ville qui a beaucoup de choses à offrir. Et en plus, l'été, il y a beaucoup d'événements, beaucoup de festivals qui nous permettent de rencontrer les gens. Exactement, de rencontrer les gens, de découvrir sa culture, puis l'autre culture, puis la culture québécoise. Hein. C'est des événements. Oui. On a le festival hispanique qui s'en vient bientôt, un nouveau festival. On a le festival de la bière pour les amateurs de bière. C'est vrai. Donc, il y a le festival arménien qui s'est passé récemment. Donc, tout ça montre un peu qu'est-ce qui se passe à Laval. Puis, il y a les zones musicales. Donc, sortez. Allez découvrir le plaisir d'habiter Laval, parce que ça diminue aussi le stress du déménagement. Oui, c'est vrai. Voilà. On a parlé d'intégration. Oui. Un des facteurs clés de l'intégration, c'est la langue. Oui. Voilà. Donc, il y a beaucoup de gens qui viennent, puis qui ne parlent pas français. Donc, ce n'est pas leur première langue. Ou même s'ils parlent français, moi, je vous dirais, pour l'avoir vécu, des fois, il faut s'habituer aux expressions, à l'accent et tout. Donc, faire de la francisation, c'est important. Prendre des cours de français, ça reste essentiel. Merci beaucoup, Adi. Merci à toi. Pour ce conseil. Aujourd'hui, Victoria, pour ta chronique, tu vas nous parler du Cosmodome. Et moi, petite anecdote, je suis née à Laval et je suis jamais allée au Cosmodome. Bon. Peux-tu croire? Qu'est-ce que je manque? Bien, plusieurs activités, mais peut-être que ça va te donner envie d'y aller. J'espère. Donc, le Cosmodome, ça fait quand même 23 ans que ça existe à Laval. OK. Et puis, c'est le seul centre au Canada que vous pouvez aller visiter pour en connaître plus sur l'univers de l'espace. Et leur objectif, c'est vraiment d'inciter le grand public à connaître, à découvrir le monde de l'espace et aussi les emplois du monde astronautique. Donc, pour commencer, le Cosmodome vous propose d'aller faire une visite dans leur musée. OK. Qui a comme deux thèmes. Le premier thème, c'est plutôt historique. Donc, on voit vraiment toutes les découvertes scientifiques, peut-être, par rapport à l'espace? Oui, puis surtout aussi l'histoire entre les États-Unis et la Russie, la fameuse compétition. Donc, on voit des capsules vidéo, il y a même des textes décrits, et on voit aussi des objets qui ont été utilisés dans l'espace, dont un lance-flamme qui peut soulever jusqu'à 100 tonnes dans les airs avec une propulsion de gaz à combustion. Et on a aussi un morceau de roche lunaire qu'on peut voir, qui est assez impressionnant à voir, puisqu'il y a seulement 5 endroits au Canada qui ont des morceaux de roche lunaire, dont le Cosmodome. Wow! Quand même, c'est impressionnant. Oui, quand même. Et donc, c'est ça. Vous avez la partie plus historique, des maquettes de fusées. On en apprend plus sur la création de la fusée. Oui, exactement. Puis, l'autre côté, on a vraiment le système solaire. Donc, ça, on voit le système solaire, les planètes. Et aussi, ce qui est intéressant, surtout pour si vous amenez votre enfant, c'est de comprendre un peu la proportion des planètes par rapport au Soleil. Donc, on voit que la Terre est beaucoup plus petite que, par exemple, Saturne, qui est une des plus grosses planètes qu'on a. Donc, c'est vraiment... Et puis, c'est vraiment impressionnant. Puis, aussi, chaque planète a une histoire, a aussi des faits qu'on n'est pas... toujours au courant et que c'est intéressant à apprendre. Donc, c'est vraiment un côté où on est plus dans l'apprentissage ça permet aussi à votre enfant d'en apprendre plus sur l'espace. Puis en même temps, c'est ludique. Oui, tout à fait. Donc ça, c'est 2 volets du musée qu'il y a au Cosmodome. Exactement. Puis là, si on veut aller dans quelque chose de plus immersif, on peut faire la mission virtuelle. Une mission virtuelle qui dure 60 minutes. Donc, au départ, vous allez choisir une des 3 missions. La première mission que vous pouvez choisir, c'est le rêve impossible. Donc, vous retournez dans le temps et vous êtes le héros qui va aller marcher sur la Lune pour la première fois. Wow! Puis, quand même! Sinon, on a une autre mission qui s'appelle « À la frontière du cosmos », où là, vous allez choisir la planète que vous désirez pour y aller mettre une sonde sur la planète et découvrir
l'univers de la planète, votre planète préférée ou la planète que vous avez choisie. Et là, pour être sûr que je te suis bien, Oui. est-ce que les gens mettent des lunettes de réalité virtuelle? Non, vraiment. Non, même pas. Donc, comment que ça se produit? C'est qu'on a des bracelets et puis on a des salles qu'on va aller tout au long de la mission. OK. Donc, il y a des salles où c'est des courts-métrages, il y a des salles où c'est des jeux interactifs qui vont vous faire, par exemple, moi, j'ai fait la planète rouge. OK. Donc, ce que j'ai fait, c'est je suis allée déposer la navette sur la planète. J'ai installé comme le campement. Donc, vraiment... Il y a différentes activités Oui. avec différents décors. Exactement. Puis, c'est ça. Fait que c'est des salles que vous vous promenez et vous êtes vraiment dans une espèce de navette à l'intérieur. Donc, le décor est quand même assez impressionnant. Puis, c'est ça, ça vous apprend ce que vous devez faire là, dans votre mission et aussi aller plus en détail, je dirais, que juste un film, là, parce qu'on doit comprendre comment la navette atterrit. Donc, c'est intéressant et c'est immersif. Donc, c'est très stimulant comme activité. Puis la troisième mission? C'est ça. C'est la planète rouge. Donc, que à tu la as découverte. fait. Oui, exactement. Moi, c'est celle-là que j'avais choisie. Puis, c'est intéressant parce que la planète rouge, ça prend 3 ans. Dans le fond, c'est 3 ans puisque le temps de se rendre à Mars, c'est très long. Oui. Ensuite, il faut être... comme vivre un peu dessus, puis revenir. Donc, c'est une mission qui dure 3 ans quand les astronautes le font. Donc, c'est... Wow! C'est Quand assez, même. ouais, c'est assez impressionnant. Puis, dans un autre univers aussi stimulant, il y a aussi un cinéma 4D qui vous propose un film où là, vous mettez, par exemple, les lunettes 3D et vous êtes sur une plateforme qui bouge. Puis là, vous devez éviter des tempêtes de... Météorites. Oui, exactement. Ou sinon, vous êtes dans une planète gelée, puis là, vous devez... conduire une navette spatiale à travers les glaciers, puis... c'est vraiment un endroit intéressant pour les fans de l'espace et tout du côté un peu les autres planètes. Oui, puis c'est intéressant parce que c'est un univers il y a juste comme une infime partie du monde qui vont dans l'espace. Donc là, de pouvoir en apprendre davantage, c'est un plus, je dirais. Et puis, on a aussi des simulateurs qui sont utilisés aussi par les astronautes. Donc, il y a un simulateur qui est un multi-axe, pardonnez-moi. Puis, dans le fond, vous allez être dans le manège. C'est une espèce de manège où, là, vous allez être complètement désorienté. Puis ça, c'est un test qu'ils font faire, d'ailleurs, aux astronautes que vous pouvez vivre au Cosmodrome. Et là, tu fais ça avec tes mains parce que nous, on est dans une machine qui tourne comme ça. Oui, exactement. Ma mère, ça, c'est sûr, je ne l'essaye pas. Oui, ça donne un petit peu mal au cœur. Ça doit, hein? Puis, tu l'as pas essayé? Non, moi, j'ai essayé. Okay. Mais on a aussi comme un mur aux gravités qui appelle. Donc, c'est comme si vous marchez sans gravité dans l'espace. Il y a même aussi un simulateur que vous allez comprendre pourquoi les astronautes sautent lorsqu'ils se déplacent. Sur une planète. Oui, exactement. Écoute, Victoria, c'était vraiment intéressant. Moi, je suis un peu comme sous le choc. Je ne savais pas qu'il y avait autant d'activités au Cosmodrome. Merci beaucoup pour cette belle chronique. Ça fait plaisir. Cette chronique sociopolitique est rendue possible grâce à Mme Monique Sauvé, députée libérale de la circonscription de Fabre, membre du bureau de l'Assemblée nationale du Québec. En ce moment, on vit un événement sportif mondial qui, comme à chaque fois qu'il se produit, il y a des revirements de situation, des échecs, des surprises, des événements glorieux. Et puis aujourd'hui, avec Rares Bourlacou, on va parler du mondial de soccer en Russie. Oui, bonjour, au plaisir de vous retrouver. Effectivement, vous aviez déjà énuméré des surprises, des échecs. Cette édition de la Coupe du Monde nous réserve quelques grandes surprises. On a vu la grande équipe de l'Allemagne perdre contre le Mexique, une très grande surprise. Puis d'autant plus surprenant par le fait que quand même dans l'équipe de base de l'Allemagne, c'était grosso modo 8 joueurs qui faisaient partie de l'équipe qui a gagné déjà la Coupe du Monde. Alors, tout ça pour dire que ça n'existe plus de petites équipes à ce niveau-là. Puis, au niveau politique, on sait que la Russie est impliquée
Bien, on a vu le président qui était sur les pelouses, serré de main à des leaders comme l'Arabie Saoudite, exactement, dans un geste de fair play pour lui serrer la main le moment où la Russie marquait un goal. D'ailleurs, la Russie est parmi les premières équipes qui sont qualifiées dans la phase supérieure. Ils jouent un bon soccer, donc ça donne la possibilité au régime poutinien de se mettre encore en valeur. Mais il faut rajouter le fait que jusqu'à maintenant, l'organisation, la logistique est tout à fait à la hauteur des exigences du public, tant au niveau national qu'international. International. Oui, est bien organisé. Puis, plus au niveau sportif, qu'est-ce que vous pensez justement de l'arbitrage avec le vidéo maintenant qui a été inclus? Il y a bien évidemment deux écoles de pensée. La première qui dit non, effectivement, c'est un jeu, un genre de soccer. Il faut laisser à l'arbitre le libre choix, exactement comme on dit dans la vie politique de tous les jours ou dans la vie d'une société. Donc, pas question d'avoir un système vidéo qui met en exergue toutes sortes des erreurs, et des fautes, tandis que les autres disent non, voilà. Puis on a le dernier exemple de l'équipe de Danemark qui s'est fait égaliser à la suite d'une décision d'une pro vidéo. Donc, c'est une ingérence de la technologie dans le jeu du soccer. Puis, c'est comme l'Iran aussi, hein? Je pense qu'ils ont gagné. Oui, tout à fait. Donc, ça va créer une certaine polémique parce qu'on n'est pas habitué à ce niveau-là d'avoir une telle détermination à changer un résultat par l'entremise d'une utilisation d'un outil technologique. Oui, mais voilà, on est rendu là, comme un petit peu toutes les choses d'ailleurs. Mais aussi, dans tous les autres sports, la reprise vidéo, on la retrouve, mais au soccer, on ne la retrouvait pas. Donc, oui, c'est une bonne observation, sauf que le soccer est dynamique, pas si dynamique comme le hockey, par exemple, où c'est encore plus difficile, peut-être, à saisir tous les nuances pour ne pas parler de puck. Mais quand même, ici, le ballon est un petit peu plus grand. Mais la rapidité, puis surtout, toutes les questions de règles entourant le hors-jeu, cette règle du soccer qui fait en sorte qu'il est très tactique au niveau du développement de stratégie des entraîneurs. Crée un petit peu une certaine mécontentement de la part de quelques-uns. Voilà. C'est sûr aussi parce que la personne qui n'a pas avantage va sûrement mettre la faute justement sur ses décisions. Tout à fait, tout à fait. Et puis maintenant, première victoire de l'Afrique, le Sénégal gagne leur première partie. Oui. Il y a plusieurs années, déjà, des spécialistes nous disaient que ça va venir un jour où la prochaine championne du monde viendra de l'Afrique. Oui. Donc, jusqu'à maintenant, on ne l'a pas eu, mais on voit quand même une détermination, une force, puis aussi une stratégie bien élaborée, ficelée par des entraîneurs, malgré le fait que le Maroc n'a pas eu le résultat, mais quand même le Français, la laine est très, très prisée par le public, puis par les téléspectateurs. Également, à certains moments, Nigeria avait une très bonne équipe. On s'attendait encore plus. Ça n'a pas marché. Je ne sais pas si ça va être le tour du Sénégal, mais quand même... Mais quand même, il se place quand même bien. Il se place quand même bien, oui. Puis, en terminant, le fait que l'Italie ne soit pas au... c'est une grande perte pour le soccer. L'Italie, malgré la crise que le soccer italien traverse depuis déjà presque 2 décennies, puis on voit les équipes ne sont pas capables de gagner plus de trophées au niveau international, à part Juventus de Turin qui se qualifie quand même pour les phases finales, demi-finales ou même finales.
avait ce goût pour le jeu, le public, sa capacité à créer des surprises, à construire le jeu d'une manière plutôt spécifique avec une forte défensive, suivie par des contre-attaques qui pourraient donner de bons résultats. Je pense que c'est vraiment dommage pour les amateurs de soccer de ne pas avoir la possibilité de voir les amis italiens qui jouent le sport, d'ailleurs. Ça l'affecte aussi la petite Italie, je me dis. Eh bien, oui, je pense qu'on boit moins d'espresso comme auparavant pour le temps qui court. Bien, merci beaucoup, Rarens, pour l'accueil. On continue pour... On continue, on attend de voir les prochaines étapes de la Coupe du Monde, effectivement. La finale se tiendra le 15 juillet prochain en Russie. Donc, je vous invite à écouter le soccer jusqu'à la fin. Bois de Boulogne à Laval où se produira le lancement du comité organisateur pour la finale du 55e Jeux du Québec été 2020 à Laval. Alors, sans plus tarder, accueillir la ministre responsable des aînés, ministre responsable de la lutte contre l'intimidation, ministre responsable de la région de Laval et députée de Melle-Île. Ça, c'est tout du travail, c'est beaucoup de travail. Madame Francine Charbonneau. Comme gouvernement du Québec, c'est les Jeux du Québec, c'est les Jeux des jeunes. Donc, il y a nécessairement une implication gouvernementale. Et au moment où on va faire un regard sur l'ensemble des infrastructures, il y aura sûrement une demande qui va venir de la Ville et des organisateurs pour pouvoir investir dans certaines infrastructures. On sera au rendez-vous. Je n'ai pas les fins détails, puisque c'est vraiment le comité Laval 2020 qui a mis en place les choses. Une chose est sûre, ils ont été chercher un acteur qui va être capable de mettre en place, c'est-à-dire M. Deblois, qui avait déjà un sens de l'organisation assez pointu. Donc, pour pouvoir organiser plus de 3200 jeunes, il me disait un petit peu plus tôt, ça va lui prendre 3000 bénévoles, ça prend un engagement de la communauté. Et ça, vous savez quoi? Je pense qu'à Laval, on va avoir des jeux extraordinaires parce que c'est une communauté qui se mobilise facilement. Je suis un éducateur physique de formation. J'ai travaillé toute ma vie, j'ai été entraîneur, je me suis impliqué dans plusieurs disciplines. Puis pour moi, les Jeux du Québec, le sport, c'est un déterminant de santé. C'est de prôner les saines habitudes de vie, le dépassement, la coopération, la collaboration. Et ça fait partie des valeurs qui m'animent. Donc, c'est ça qui m'a beaucoup guidé dans ma décision. Donc, directeur général, ça implique ces valeurs, ça implique quoi aussi? Ça implique toute la logistique de l'organisation, autant des ententes de partenariat, trouver des partenaires, des bénévoles. C'est une grosse équipe qui va avoir au-delà de 60 personnes l'année des Jeux pour 2 blocs de compétition, mais c'est tout de structurer, d'organiser et surtout de mobiliser la population citoyenne parce qu'on va avoir besoin de plus de 3000 bénévoles. Ça fait depuis 1991 que Laval n'a pas eu de Jeux du Québec. Donc, 29 ans plus tard, vous réaccueillez les Jeux du Québec. Il doit y avoir certains changements depuis. Et les changements sont énormes et nous avons un défi de mettre toutes nos infrastructures à niveau et évidemment d'offrir le meilleur service à nos enfants. Il ne faut jamais perdre de vue que l'objectif final, c'est nos enfants, leur offrir une expérience unique, leur offrir un héritage pour des saines habitudes de vie et des souvenirs impérissables. Alors, on travaille là-dessus. Toute la communauté s'est levée. Nos grands partenaires, les institutions, les maisons d'enseignement, le Cégep, le CI3S, Tourisme Laval, la SCL, etc., etc. Puis, accueillir les Jeux du Québec pour une ville, ça a certains avantages. Oui, bien, premièrement, c'est faire la promotion de nos valeurs les plus profondes. Deuxièmement, évidemment, il y a un rayonnement pour la ville. C'est le plus gros événement sportif organisé au Québec. Alors, nous allons avoir besoin d'environ 3500 bénévoles. Nous allons accueillir énormément de gens. Alors, ça a un impact économique formidable
pour la région de Laval, mais aussi une effervescence incroyable pour les jeunes, les athlètes. Alors, on va remplir nos écoles, nos maisons d'hébergement pour accueillir les athlètes qui vont provenir de tout partout de la province. Environ 3000 athlètes. En 2020, oui. Au Jeux du Québec, vous êtes les bienvenus. On a besoin de 3000 bénévoles. Inscrivez-vous sur le site de la Ville. Merci. Merci. Le lancement du comité organisateur pour les Jeux du Québec été 2020 à Laval. Victoria Savoie pour MaTV Laval. Cette semaine, notre critique cinéma, Nicolas Vincent Poirier, va nous parler du film Jurassic World Fallen Kingdom. Et je suis persuadée qu'à la maison, les fans de films de science-fiction, vous êtes très contents de son choix. Bonjour Nicolas, ça va bien? Salut, ça va bien toi? Oui. Est-ce que c'est la suite d'un Jurassic Park ou c'est un autre film complètement? C'est la suite de Jurassic World. Et moi, personnellement, je fais partie de ceux qui n'ont jamais vraiment embarqué dans les Jurassic Park. OK. Mais celui-là, bon, il y a eu un reboot de Jurassic Park en 2015, le film Jurassic World. Et le troisième, Jurassic Park, le dernier de la première trilogie qui est sorti en 2001. Pourquoi est-ce qu'il y a eu autant d'années d'écart entre ces films-là? Parce que c'est des films qui rapportent tellement d'argent au box-office. Le premier en 93, 983 millions à travers le monde. Oh mon Dieu! Jurassic World, bien, celui en 2015, 1,6 milliard à travers le monde. Et celui-ci, Jurassic World Fallen Kingdom, jusqu'à présent, on parle en quelques jours, 717 millions à travers le monde. Donc, c'est des grosses machines. Et produisent beaucoup d'argent. Oui, et c'est Spielberg qui est derrière cette machine-là. C'est lui qui a réalisé le premier et il a toujours resté producteur sur tous les autres. Exactement. Et après le troisième, ben, on sentait un peu que ça s'essoufflait, cette série-là. Mais Spielberg a eu une bonne idée, comme on va, des dinosaures qui peuvent se battre un peu comme des soldats. C'est que ça, c'était comme son espèce d'idée de base. Et finalement, le film était prévu pour une sortie en 2005. OK. En 2002, ils ont dit comme, OK, le prochain, le dernier de la série, il n'y en aura plus d'autres après, c'est fini. Il sort en 2005. Finalement, le projet a été passé d'un réalisateur à un autre. Puis à chaque fois que ça arrive, ils veulent travailler le scénario. Donc, pendant à peu près 10 ans... on n'a plus entendu parler de ce projet-là. Ça passait des mains de quelqu'un d'autre. Puis, bon... Et finalement, ils ont trouvé, et ça, c'est un coup de génie de la part de Spielberg, c'est déjà un peu un génie à la base, là. Au lieu de laisser ça entre les mains de quelqu'un qui est habitué de gérer des franchises, ils ont découvert un jeune réalisateur qui avait fait, son dernier film avait coûté quelque chose comme même pas $1 million, 700 000 $. Et de dire, OK, tu veux-tu prendre les rênes de Jurassic Park avec ça? Parce que ce jeune réalisateur-là, bon, ils ont aimé son film, donc ils ont vu un potentiel. Ce gars-là a passé d'un budget d'environ 700 000 $ pour son plus gros film à 130 millions. C'est absolument monstrueux. Ce gars-là, il y avait aucune... un bon gigantesque. Son nom, c'est Colin Trevorrow. OK. Et ce gars-là, lui, il a dit, OK, regarde, à une condition, j'accepte, c'est de pouvoir réécrire le scénario. C'est-à-dire comme 1000 fois que le scénario était en train de se faire écrire. Et tu sais, regarde, moi puis mon ami qui n'a jamais vu aucun des Jurassic Park, on va le réécrire. Et ça a donné Jurassic World. Celui de 2015. Celui de 2015, OK. C'est ça. Et celui-ci, c'est vraiment comme... Donc, lui de 2018, c'est la suite de 2015. Exactement. Et ça n'a aucun lien avec Jurassic Park. Oui, il y a un certain lien dans le sens où on comprend que dans l'historique de cet univers-là, le Jurassic Park, le premier a existé, puis il y a eu... On comprend ça, mais pour la... C'est pas la suite. C'est pas la suite. Il y a un personnage qui revient, mais bon. Sinon, c'est vraiment comme une autre histoire. Et le but avec ça, à la base, c'est d'en faire une trilogie. Et Colin Trevorrow, celui qui a réalisé le premier, est maintenant comme producteur de cette série-là. Est-ce que c'est lui qui va gérer? Il y a des bonnes chances, c'est lui qui réalise le troisième qui s'en vient. Il y a déjà une date. Je
pense que c'est le 11 juin 2021. C'est déjà fait, c'est déjà réglé. Ben oui, parce qu'au mois de juin, tu veux réserver vite cette date-là parce que c'est les méga franchises qui sortent au mois de juin. Mais tu sais, avec 717 millions en quelques jours, là, j'ai pas peur qu'ils vont rentrer amplement dans leur argent. Et là, c'est encore une histoire avec des dinosaures. C'est un film de science-fiction. Oui. Moi, je suis pas fan de science-fiction, mais il y a certains films de ce genre qui réussissent à séduire tout le monde parfois. Est-ce que tu trouves que ce film pourrait accrocher des gens qui ont moins d'intérêt pour les dinosaures ou adhèrent moins au scénario impossible? Mais ce qui est facile avec ça, c'est que si, comme moi ou comme toi, si à la maison, vous avez vu les autres Jurassic Park, Jurassic World, vous n'aimez pas ça, celui-là n'est pas pour vous. T'sais, à l'inverse, c'est un film qui a déjà trouvé son public et la magie de ça, justement, par rapport à ce que tu dis, c'est de la science-fiction qui est accessible, mais c'est un mélange de beaucoup de choses. Il y a de la science-fiction, il y a de l'aventure, il y a un peu, je ne veux pas dire de l'horreur, mais il y a des moments un petit peu épeurants, peut-être pour certains spectateurs. T'sais, donc, c'est un mélange de beaucoup de choses, Jurassic Park, et je pense que c'est pour ça qu'il y a autant de fans. Parce que de la science-fiction, ça peut être très précis comme public aussi. Là. Mais Jurassic World Fallen Kingdom, c'est un mélange de plusieurs genres. Oui, c'est un mélange de plusieurs genres. Est-ce que ça se rapproche un peu plus à l'horreur dans la manière que c'est fait, pas au niveau de la violence, parce que ça serait se tirer une balle dans le pied, mettre un film comme ça pour 13 ans ou 16 ans et plus, ça coupe ton public. Mais c'est un réalisateur de films d'horreur, d'ailleurs, qui a réalisé celui-là. Donc, c'est pour ça qu'il y a un peu ce style-là dans la réalisation. C'est ça. On retrouve ce petit côté-là sans dire qu'il n'y a pas de scène gore ou quoi que ce soit, là. Bien, merci beaucoup, Nicolas. Juste pour vous dire, c'est que ces cérémonies-là qu'on fait, justement, c'est pour reconnaître ces gens qui se donnent. Peu importe, puis je pourrais en prendre un au hasard, là, ils ont tous le même profil, c'est des gens avec un cœur. Un cœur qui, malheureusement, des fois, le bénévolat se perd avec le temps. Et je peux vous dire que ces gens-là se donnent vraiment. Et si votre implication peut inciter d'autres à s'impliquer, bien, bravo. Puis juste une personne à chaque, ça fait déjà 6 personnes. Mais je vous dis, j'encourage justement les gens d'être bénévoles. Mathieu, j'ai l'honneur de te remettre la médaille de l'Assemblée nationale parce que tu es une bonne personne, parce que tu es une personne qui s'implique. Et moi aussi, je pensais à un moment donné, puis ça je te l'ai dit tantôt, que je pensais que des fois les artistes s'impliquent parce qu'ils veulent avoir un petit peu plus de focus sur eux. Je peux vous dire que Mathieu, c'est pas ça du tout. C'est une personne qui s'implique parce qu'il a un grand cœur. Et merci, et change pas. C'est une personne que je respecte beaucoup. Merci Mathieu. Bonjour, Jean Roussel, député de Vimont. Aujourd'hui, à Vimont, quelque chose de spécial. On reconnaît 6 personnes qui donnent de leur temps, qui sont vraiment engagées pour la communauté. Et j'ai avec moi Mathieu Baron qui, peut-être vous ne le savez pas, mais il donne vraiment de son temps. 6 personnes qui donnent de leur temps, mais vraiment la société en bénéficie. Et c'est pour ça qu'on va remettre 6 médailles de l'Assemblée nationale ce soir. Donc, vraiment, une soirée vraiment importante pour ces personnes-là. Mais en même temps, qui se veut aussi encourager ces gens à donner de leur temps. Donc, Mathieu, toi, ton implication... Là, je me sens comme vraiment une personne qui travaille pour télévision, oui. Mais toi, ton implication, les gens, je pense qu'ils ne connaissent même pas ton implication. Non, probablement pas. Puis initialement, le bénévolat, je pense que lorsqu'on décide de faire du bénévolat, c'est pas pour être reconnu, c'est pas pour avoir une reconnaissance d'autrui, tu sais. C'est du temps qu'on donne parce qu'on a envie de le faire. Ouais. Puis oui, ça fait 12 ans. Ça fait 12 ans que je donne de mon temps à l'équipe de hockey Les Différents. Ici à Laval. Et puis, donc, j'ai la chance de jouer de temps en temps. Oui, effectivement. On est plusieurs à s'occuper de ce club-là. Moi, ça fait 12 ans que j'ai la chance d'être là avec mon ami Emmanuel Auger. Puis voilà, c'est ça, c'est important, ça fait du bien, puis ça garde les 2 pieds sur terre. Donc, vous pouvez voir, ce soir, il y a 5 autres personnes qui donnent de leur temps, pareil comme Mathieu. Et je suis très heureux d'être le député de Vimont et de pouvoir leur remettre cette médaille. Et je vous encourage à en faire aussi du bénévolat. Merci.
Sachez que tous les dimanches, c'est votre bingo de TV Laval à 9h30, 4 000 en lot, dont 3 000 la carte pleine. Si vous voulez avoir plus d'informations, consultez notre site web tvrl.ca. N'oubliez pas, le dimanche matin, c'est bingo. Merci pour votre présence aujourd'hui. Je vous souhaite une belle fête du Canada et profitez de votre congé demain. Bye bye!